Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré une victoire totale et absolue dans la guerre contre l'Iran après l'accord sur un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines. L'Iran a déclaré la même chose, ajoutant qu'il avait réussi à vaincre complètement les États-Unis et à forcer Donald Trump à battre en retraite et à accepter les 10 points de leur plan de paix. Mais si l'on fait un bilan provisoire, on peut affirmer avec certitude que, dans cette phase de la guerre, les vainqueurs sont l'Iran, Israël et, de façon inattendue, Oman. En revanche, les États-Unis et les pays du Golfe Persique ont subi objectivement une défaite tactique. Mais je précise tout de suite, il ne s'agit pas d'une victoire ou d'une défaite définitive, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Car il n'y a aucune garantie que la guerre ne reprenne pas dans 2 semaines, car toutes les parties adoptent des positions absolument maximalistes, à partir desquelles il sera très difficile de parvenir à un véritable accord de paix pour mettre fin complètement à la guerre dans la région. Alors faisons un bilan intermédiaire de cette guerre au Moyen-Orient, sans fioritures, sans grandes déclarations, juste les faits, ce qui se passe, comment tout cela s'est terminé. Qui, je le souligne, à ce stade de la guerre, peut se considérer comme un vainqueur, et qui tout de même comme un perdant, et qui, de façon circonstancielle, a réellement tiré des avantages de cette phase de la guerre, et qui en a subi les inconvénients. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne grâce à votre don ou à un abonnement de soutien payant, grâce aux liens et aux coordonnées de paiement dans la description ou au code QR affiché sur vos écrans. Alors voyons cela maintenant. Commençons dans l'ordre et mettons les choses au clair, car ce sont souvent ceux qui n'ont clairement pas remporté de victoire qui s'en vantent pour le plus, et inversement. Commençons par les faits. Eh bien, premier fait, Trump a déclaré la victoire dans la guerre, une victoire totale et définitive à 100%. C'est une citation de Trump à propos de la guerre au Moyen-Orient, et il a ajouté que la question de l'uranium enrichi iranien serait parfaitement résolue, sinon il n'aurait pas accepté la trêve. En même temps, Trump n'a pas précisé s'il reviendrait à ses menaces de frapper les infrastructures de l'Iran en cas d'échec de l'accord, et il a déclaré qu'il faudrait attendre et voir. On a déjà entendu ça quelque part. De plus, il a admis que la Chine aurait pu jouer un rôle pour convaincre l'Iran d'accepter une trêve de 2 semaines. Eh bien, je pense que c'est ainsi que Trump prend ses précautions avant son voyage à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. L'Iran a également annoncé, bien sûr, sa victoire. L'Iran a également déclaré qu'il avait bel et bien gagné et a affirmé avoir réussi à pousser Trump à accepter le plan de paix iranien en 10 points et à reculer. En fait, l'Iran se moque maintenant du président américain, car en partie, ils ont raison. Trump a accepté précisément la proposition iranienne comme base pour de futures négociations. Néanmoins, malgré ses déclarations bruyantes, Trump a annoncé la suspension des bombardements de l'Iran et un cessez-le-feu de 2 semaines. L'Iran aurait accepté en réponse d'ouvrir le détroit d'Ormuz, mais il y a une nuance dont je parlerai plus loin. Et cette nuance va clairement dans la liste des victoires de l'Iran et, de façon inattendue, d'Oman. Ce n'est pas un hasard si Oman a basculé du côté de Téhéran à un moment clé de la guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé la volonté de cesser les frappes si les frappes contre l'Iran cessent également. Ici, vous savez, il faut rendre hommage au Pakistan et à ses efforts de médiation, car c'est entièrement leur mérite. Ils ont, excusez-moi, bossé comme des dingues jusqu'à la dernière minute. Et l'Iran a accepté d'assurer le passage libre par le détroit d'Ormuz, mais avec des restrictions techniques. Voilà la nuance. À l'heure actuelle, au moment de l'enregistrement de cet épisode, le détroit d'Ormuz reste fermé. Et si nous regardons les données de surveillance de Marine Traffic, nous verrons qu'il n'y a pas de passage massif de navires. Selon CNN, actuellement, seulement 5% du trafic d'avant-guerre traverse le détroit, et ce sont principalement des navires en provenance d'Inde et du Pakistan, qui de toute façon avaient conclu la veille un accord séparé avec l'Iran pour le passage. La question de savoir si le détroit d'Ormuz sera entièrement ouvert reste en suspens, mais elle est déjà en grande partie prédéterminée. Il y a un point intéressant ici. L'Iran veut percevoir 2 millions de dollars pour le passage de chaque navire, et cette exigence n'a pas disparu. L'Iran considère ce paiement comme des réparations pour les dommages subis pendant la guerre. Autrement dit, ce ne sera pas Trump qui paiera les dommages, mais les armateurs. La question du détroit d'Ormuz, entre autres, sera abordée lors des premières négociations directes vendredi 10 avril à Islamabad.
La délégation américaine sera dirigée par J.D. Vance. L'Iran sera représenté par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf. D'ailleurs, à propos de J.D. Vance, j'avais raison. Hier, il a pris la parole à Budapest pour soutenir Viktor Orban. Mais il n'est pas venu dans la région pour cela. Il est venu pour être sur place à temps pour les négociations. Et on sait qu'hier soir, il a activement participé à ces négociations. Et Trump dit que l'Iran a présenté un plan avec lequel on peut travailler, publié dans les médias iraniens la veille. C'est un plan en 10 points, et Trump dit que l'Iran ne s'écarte pas de ses exigences maximalistes, mais qu'il est possible de discuter de certaines choses. Qu'est-ce que l'Iran exige ? Eh bien, pour faire court, l'Iran exige la poursuite de l'enrichissement de l'uranium. Le retrait des États-Unis de toutes leurs bases militaires au Moyen-Orient, soit la fin totale de leur présence militaire dans la région. Le contrôle du détroit d'Ormuz, l'arrêt des frappes contre l'Iran et, ce qui est important, contre ses forces par procuration. Une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour légitimer l'accord de paix. La levée totale de toutes les sanctions et le dégel des avoirs gelés. Je ne comprends pas comment Trump compte répondre à ces exigences ou prétendre qu'ils se sont accordés sur l'uranium alors que l'Iran affirme vouloir poursuivre l'enrichissement. Au moins les 3 premières exigences de l'Iran sont clairement irréalisables. Et les exigences des États-Unis, ce sont toujours les mêmes 15 points publiés dès le 24 mars. Exactement les mêmes exigences maximalistes manifestement inatteignables. Au final, je ne sais pas comment ils comptent parvenir à un accord complet en seulement 2 semaines. Abbas Araghchi, dans sa déclaration, d'ailleurs c'est important, a mentionné les 2 plans. Et les 15 points américains et les 10 iraniens. Si les négociations à Aslanabad se déroulent avec succès, il est possible que les parties parviennent, comme on dit, à un compromis quelque part au milieu. Ce sera donc le meilleur scénario pour tous, vu comment les événements se sont déroulés. Dans tous les cas, une détente, même temporaire, c'est une bonne chose. Les marchés ont réagi immédiatement. Le pétrole s'est passé de 110 $ à 92 $ le baril. Le gaz s'est aussi un peu calmé, il était à 570 € pour 1000 mètres cubes. Maintenant, il est à 450. Nous attendons maintenant les négociations du 10 avril. Passons maintenant à l'analyse. Disons tout de suite que les conditions du cessez-le-feu ne nous sont pas connues avec certitude. Il existe 2 versions, une de chaque côté. En d'autres termes, nous avons affaire à un cessez-le-feu et non à un règlement définitif de la guerre. D'ailleurs, c'était prévisible, étant donné qu'aucune des parties ne se considère comme vaincue. Par conséquent, le problème de l'Iran demeure. Il reste non résolu après plus d'1 mois de combats intenses. Mais les médiateurs ont changé. Ainsi, au lieu du Qatar et d'Oman, qui ont été la cible de frappes de missiles pendant cette guerre et qui se sont divisés dans leurs sympathies, car Oman, en fait, a basculé du côté de l'Iran, ce sont désormais le Pakistan, la Turquie et l'Égypte qui jouent le rôle de médiateurs. Nous avons également 2 déclarations contradictoires concernant le cessez-le-feu. Washington, par la voix de Donald Trump, a déclaré que son pays, je cite, « a plus que rempli tous ses objectifs militaires en Iran et qu'un traité de paix à long terme sera désormais signé au Moyen-Orient ». Trump a aussi déclaré que l'Iran acceptait le cessez-le-feu si le détroit d'Ormuz était immédiatement ouvert à tous les navires. Comme nous l'avons évoqué, cela n'a pas encore eu lieu. En outre, Trump a déclaré que les 10 points iraniens reçus la veille pouvaient en servir de base de travail pour les négociations. C'est là que les Iraniens disent que Trump a cédé. D'un autre côté, le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a publié une déclaration affirmant que les États-Unis avaient accepté toutes les exigences de l'Iran et que les 10 points iraniens serviraient de base aux négociations. De plus, les médias iraniens ont massivement écrit sur la défaite des États-Unis et d'Israël dans cette guerre et sur le maintien par l'Iran du contrôle du détroit d'Ormuz. Il est difficile d'imaginer que les États-Unis aient accepté tous ces points avancés par l'Iran. C'est à cause de ces points qu'il y a un peu plus d'1 mois, la guerre a commencé. Ainsi, il est également difficile d'imaginer que les Iraniens aient complètement capitulé devant les États-Unis d'Amérique et accepté leurs exigences tout aussi maximalistes. Et à en juger par la vague de critiques qui s'est abattue sur Donald Trump de la part des faucons aux États-Unis, des démocrates, ainsi que de certains responsables israéliens. Les conditions de la trêve ne leur plaisent pas. Cela signifie donc qu'il n'y a aucune concession mutuelle, et les États-Unis en réalité n'obtiennent rien immédiatement. Mais tout de même, nous pouvons tirer un bilan provisoire de cette guerre de près de 40 jours menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
et essayer de répondre à la question de savoir qui, à ce stade, est le vainqueur du moment et qui est le perdant du moment. Permettez-moi de préciser tout de suite que la victoire tactique dans cette guerre a été remportée par Israël, l'Iran et Oman. Je vais vous expliquer maintenant. Israël a réussi à atteindre certains objectifs militaires et à affaiblir sérieusement les Iraniens, ce qui aurait été impossible sans la couverture des États-Unis et leur participation directe aux hostilités. Israël a atteint une partie de ses objectifs militaires, il faut le reconnaître. Cependant, il n'a pas réussi à vaincre le Hezbollah. Oui, il y a un problème. L'Iran garde certaines capacités, mais sans l'implication américaine dans la guerre, Israël n'aurait pas autant affaibli l'Iran. Les Iraniens ont survécu à une confrontation difficile avec un adversaire supérieur, ont démontré leur capacité à encaisser les coups tout au long de la guerre et ont également pris le contrôle du détroit d'Ormuz, avec la prétention de devenir, vous savez, une sorte de régulateur, le régulateur de tout le golfe Persique. Qu'a donc gagné Oman? Oman a lui-même été attaqué dans les premiers jours, puis, comme vous vous en souvenez, les responsables omanais se sont soudainement rangés du côté de l'Iran et ont déclaré qu'il fallait négocier, qu'il fallait un dialogue, que les Américains avaient tort, qu'il ne fallait pas bombarder. Vous vous rappelez la rumeur sur Trump qui aurait demandé 5 000 milliards aux monarchies du Golfe pour continuer la guerre? Tout cela venait d'Oman. Pourquoi Oman agissait-il ainsi? Oui, en fait, l'Iran propose maintenant que tout l'argent qui sera perçu pour le passage des navires par le détroit d'Ormuz soit en réalité partagé entre les deux parties, Oman et l'Iran. Parce qu'ils contrôlent en fait le détroit d'Ormuz depuis les deux rives. C'est pourquoi Oman y gagne aussi. Les résultats pour les États-Unis d'Amérique sont mitigés. D'un côté, d'un point de vue militaire, les États-Unis ont affaibli l'Iran, tout comme Israël, bien que les objectifs de l'opération aient été annoncés différemment. D'un autre côté, sur le plan de la réputation, cette guerre sera pour eux un coup très sérieux à long terme. De plus, les objectifs politiques de la guerre n'ont pas été atteints. Des milliards de dollars ont été dépensés pour un mois de bombardement sans résultat absolument clair. En outre, une pénurie de divers armements s'annonce, leur renouvellement prenant des années. Les Américains se demanderont alors à quoi tout cela a-t-il servi. Donc, quel a été le bénéfice de toute cette guerre? Ce ne sont que des pertes subies, rien de plus. Qui d'autre a perdu? Les monarchies arabes du Golfe Persique ont aussi perdu. Elles aussi ont perdu. Pourquoi? D'abord, leur concept traditionnel de sécurité nationale, fondé sur la foi dans le parapluie américain, s'est effondré. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces monarchies comprennent que les Américains ne peuvent pas vraiment les protéger. Deuxièmement, ils sont devenus la principale cible à frapper dans toute cette guerre. Et leur climat d'investissement va beaucoup souffrir des conséquences de cette guerre, même s'ils parviennent maintenant à conclure une paix à long terme. Il est peu probable que quelqu'un investisse activement à Dubaï actuellement. L'immobilier y a pourtant été massivement acheté, mais il est maintenant clair que Dubaï n'est pas protégé et peut être attaqué. On investira moins d'argent là-bas. Troisièmement, si l'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz, toutes leurs exportations de pétrole et de gaz dépendront de la bonne volonté de Téhéran. Et c'est pire, c'est le pire scénario pour les intérêts géopolitiques des monarchies du Golfe Persique. Elles deviennent toutes les otages de l'Iran. Et qui a permis cela? Donald Trump, qui leur avait pourtant promis une protection. Cela les obligera à investir d'énormes sommes dans la construction d'une logistique alternative. Eh bien, vers la mer Rouge, la côte méditerranéenne, en passant par l'Irak et la Syrie. Mais ce sont des pipelines, tout cela coûte, etc. Encore une conclusion. En Iran, il y a eu un changement de pouvoir. En fait, la transition a eu lieu. En situation de guerre et avec l'implication directe des États-Unis et d'Israël, les conditions ont été réunies tant pour que la branche politico-militaire du corps des gardiens de la révolution islamique prenne le pouvoir en Iran. La République islamique ne s'est pas effondrée, mais elle est désormais dirigée par une direction collective, plus pragmatique mais en même temps plus dure. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette forte tendance religieuse a changé. C'est-à-dire qu'actuellement, la théocratie va un peu reculer. D'ailleurs, le destin, l'ampleur, Khamenei, le corps des gardiens de la révolution islamique a désormais une réelle opportunité de conserver le pouvoir et de commencer à remodeler le système à son avantage, en affaiblissant d'un côté le clergé et de l'autre les réformateurs orientés vers l'Occident. Ce sera quelque chose d'intermédiaire. Eh bien, si on traduit cela en langage politique, ce seraient des centristes, ni des fanatiques religieux, ni des réformateurs pro-occidentaux.
C'est un point négatif pour Israël. Ils n'ont pas réussi à désarmer et à vaincre le Hezbollah car ils se sont embourbés dans les combats dans le sud du Liban. Il est compréhensible qu'ils excluent le territoire libanais de la trêve pour pouvoir éliminer le Hezbollah pendant le répit avec l'Iran. Et si le Hezbollah survit à cette guerre aussi, et qu'une trêve s'installe également au Liban, ce sera pour eux une répétition partielle de 2006, lorsque grâce à la guerre de guérilla, ils ont réussi à prolonger les combats et à forcer Israël à se retirer, ce qui a ainsi renforcé leur position politique à l'intérieur du Liban. Aux États-Unis, la guerre avec l'Iran a accentué la polarisation entre démocrates et républicains. Mais cela a également porté un coup sérieux à la position de Trump au sein du camp républicain. Le principal sans doute perdant dans toute cette guerre, c'est Donald Trump. Les partisans de la guerre parmi les néoconservateurs seront maintenant dans le viseur de leurs opposants, et cela concerne avant tout Pete Hegseth, et Marco Rubio d'ailleurs. Le vice-président J.D. Vance a l'occasion de renforcer sa position en tant que principal sceptique de la guerre, dans le style « je vous l'avais bien dit ». Je rappelle que J.D. Vance a tout de suite suggéré de ne pas s'engager dans la guerre. Si vous avez remarqué, pendant toute la guerre, il ne s'est pas vraiment fait remarquer. On ne le voyait pas beaucoup, et ce n'est qu'au moment du cessez-le-feu qu'il entre soudainement dans les négociations. C'est pourquoi, en principe, il sort vainqueur. Et Donald Trump a perdu une partie de son électorat MAGA et s'est retrouvé en conflit avec lui à cause de l'Iran et d'Israël. Eh bien, rien que les déclarations de Tucker Carlson en disent long. Et il est évident que tous ces résultats obtenus à ce jour peuvent être réécrits. Tout dépendra des conditions de la paix définitive, si bien sûr elle arrive un jour. C'est pourquoi nous ne savons toujours pas si les parties ont accepté des concessions mutuelles ou non. Nous ne le savons toujours pas après ces 2 semaines. Ce n'est qu'une pause pour reprendre la guerre. Ou bien est-ce vraiment simplement une étape vers, disons, la formalisation technique des accords de paix ? C'est pourquoi beaucoup de choses deviendront claires le 10 avril. Mais le fait que la phase active de la guerre soit terminée, cela est évident. Et ensuite, il est possible qu'il y ait, je pense, certaines escalades. Mais il ne s'agira certainement pas d'un retour à des bombardements à grande échelle comme auparavant. Les amis, je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Soutenez-nous financièrement en faisant un don via le QR code à l'écran ou les liens en description. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.